Le duel de dimanche, c'est politique, c'est maintenant. Ce sera avec Ruben Abadagan, acteur politique et candidat FCBO législative. Bonjour. Bonjour, monsieur François. En face, Mathieu Koukou, acteur politique et membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Bonjour. Bonjour Xavier. Voilà, deux sujets nous réunissent ce matin. L'opposition béninoise, nous allons commencer par ce sujet. Ruben Abadagan, on a l'impression quelque peu que, au regard des résultats de ces législatives, les démocrates, bien légitimement, occupent le terrain et on a l'impression que derrière ce parti, c'est pratiquement le désert aujourd'hui. Est-ce que, quand on parle d'opposition, est-ce que ça ne se réduit qu'aux démocrates? Merci, monsieur François. Et je salue les téléspectateurs. Bon, je crois que nous sortons à peine d'une élection. Ce n'est que le 12 février dernier que les députés de la 9e législature ont été installés. Donc, qu'ils vous souviennent que 7 partis politiques étaient en lice. Il y a 3 partis politiques de l'opposition et 4 partis politiques se réclamant de la mouvance. Donc, nous verrons juste déterminer les élections. Force est de constater que 3 partis sont représentés au Parlement, l'UP, le BR et les démocrates. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que du côté de la mouvance, il n'y a que 2 partis, ou du côté de l'opposition, il n'y a qu'un parti. Donc, nous venons juste de terminer les élections. Les autres partis politiques de l'opposition ou de la mouvance qui n'ont pas pu franchir le seuil d'éligibilité auront le temps pour rebondir, pour faire l'état des lieux et revenir sur l'échiquier politique. Donc c'est trop tôt de dire que LD, je ne le crois pas du tout. Les autres partis politiques prennent le coup. Et d'ici là, chaque parti politique, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, je parle bien des partis qui ne sont pas au Parlement, vont essayer de rebondir. Donc c'est ça. Mathieu Kourou, comment vous voyez ça? Non, on ne dira pas que... Est-ce que les démocrates ont écrasé toute concurrence? Parce que, de fait, ils occupent le terrain. De toutes les façons, il faut reconnaître quand même qu'à la date où nous sommes aujourd'hui, seuls les démocrates sont représentés au Parlement. Mais cela ne signifie pas du tout que c'est le seul parti fort de l'opposition, parce que dans les structures décentralisées dans nos communes, il y a les FCBE qui sont aussi suffisamment représentés. Donc ceci dit que à un moment donné, il faut faire le point pour voir en matière d'élus quel est le parti de l'opposition qui a le plus d'élus pour pouvoir savoir donc qui tient vraiment la tête de l'opposition. Le tout ne suffit pas selon moi donc d'être présent au Parlement et de profiter donc de ce que génère le Parlement, comme quelqu'un l'a su dit suffisamment, mais c'est de travailler, c'est de faire pour que nous sentions vraiment ce que représente un parti de l'opposition au Parlement, ce qu'un parti d'opposition fait donc dans nos communes, dans les mairies, parce que quand on se réclame de l'opposition, c'est qu'on doit servir d'exemple, c'est qu'on doit donner vraiment le bon exemple. Comment sont gérées aujourd'hui les communes qui sont tenues par les partis d'opposition? Donc c'est des questions qu'il faut se poser, il faut chercher aussi à savoir comment donc les députés qui actuellement sont en train de prendre fonction, comment se comporteront-ils donc les jours à venir, et surtout pour ne pas se retrouver en contradiction avec ce que même ils ont dit à la population dans au Parlement, parce qu'ils ont fait beaucoup de promesses. Donc quand on sera dans les détails, on en parlera suffisamment, parce que ce qu'ils ont dit aux populations, il faut qu'ils tiennent promesse. Donc, vaille que vaille, donc on les attend sur ces points-là. Oui, Ruben Abadagan, au niveau local, Oui, comment se gère, il vient de le dire, comment se gère Bon, je crois qu'au niveau local, au niveau des communes, nous avons 3 partis politiques qui sont représentés. Il y a l'UP, le BR et FCBE qui ont des maires, des chefs d'arrondissement, des conseillers. Donc, je crois qu'au niveau des communes, les couleurs politiques ne sont pas trop mises en valeur. C'est beaucoup plus le développement à la base, le développement de chaque localité. Donc, quand vous êtes élu en tant que élu de l'opposition comme élu de la mouvance, le plus important, c'est... C'est ce que vous faites sur le terrain. Voilà, c'est travailler pour le développement de vos populations. Donc, sur ce côté, l'opposition, les couleurs politiques ne sont pas trop mises devant, c'est beaucoup plus le développement à la base. Donc, le développement à la base, mais voilà. ça a compté pour les législatives. Bien sûr, ça compte. Ça compte. Le travail se fait aussi à la base, surtout à la base. Ça compte parce que quand vous êtes élu oui. au niveau de la base, on est élu communaux bien. Vous avez la population, vous êtes au contact de la population. Oui. Donc, si vous travaillez
à améliorer l'environnement, à améliorer les finances au niveau des communes, à améliorer le cadre de vie de votre commune, je crois que naturellement, les répercussions, c'est aux différentes élections de proximité. Voilà, donc... La question que je posais était importante à l'aune de quelques sujets d'actualité où on voit que les démocrates, à leur entrée au Parlement, ils ont posé cette question de grand forum, d'un comité pour parler un peu des exilés politiques, de ceux qui sont en prison, ainsi de suite. On a vu que le vendredi, le président Soglo, par exemple, a réagi sur la détention de Rekia Madougou. Du côté des autres partis, on n'entend pas. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Bon, je crois que sur cette question, hier, ça faisait 2 ans que Madame Madougou, le vendredi, voilà, Madame Madougou est en prison. Et je crois que il y a aussi Joël Aïvor et bien d'autres personnes qui sont en prison dans le cadre des élections législatives de 2021. Je crois que beaucoup de partis politiques, en l'occurrence les partis de l'opposition, la FCBE, a eu à réclamer une solution politique du moment où la justice a fini son travail. Il faut aller à la recherche d'une solution politique. Donc, je crois que les partis politiques se réclamant de l'opposition, aujourd'hui, c'est LD qui est au Parlement. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites pendant les campagnes. Donc, il faut mettre la pression sur le gouvernement pour avoir quand même cette porte de sortie qui permettront... Moi, je ne vais pas me focaliser sur un prisonnier politique. Nous souhaitons que tous ceux qui sont actuellement en prison pour des faits liés aux élections présidentielles de 2021, que le chef de l'État, parce que au-delà de tout, la justice a fait son travail, celui qui a le pouvoir de l'État, celui qui est capable de trouver une solution politique, c'est le chef de l'État. S'il puise dans son arsenal juridique, il pourra trouver des solutions, même au Parlement. Quand nous voyons la couleur politique du Parlement, c'est toujours le chef de l'État, puisque c'est lui qui est majoritaire là-bas. Donc, nous plaidons tous pour une solution politique qui va permettre la libération de ses frères et sœurs qui sont en prison à la suite des élections présidentielles de 2021. Mathieu, comment vous avez apprécié cette sortie de l'ex-président de la République? Parce qu'il a essayé assez offensif dans ses propos. Il dit par ailleurs que ces Rekia Madougou, Joël Aïvor sont privés de liberté parce qu'ils sont opposés à un régime. Je crois que cette situation devient de plus en plus, ça revient souvent. Et il faut qu'à un moment donné, les politiques puissent clarifier cela. Rekia Madougou et Joël Aïvor, et qui encore, je ne sais pas, ne sont pas des super citoyens. Ce sont des citoyens comme beaucoup d'autres. Les prisons du Bénin ne sont pas composées que de 2 personnes. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on se focalise spécifiquement sur 2 personnes. Et d'autres se permettent même de les qualifier de prisonniers politiques. Ce ne sont pas des prisonniers politiques. Parce qu'ils ne sont pas en prison pour leurs opinions, parce qu'ils ont émis des opinions, parce qu'ils ont émis des idées. Non, c'est parce qu'ils ont commis des actes. Et ces actes sont contraires à notre disposition juridique qui existe dans notre pays, et contre cela, on dit qu'ils sont en conflit avec la loi. Arrêtons de dire ça. Moi, je crois que c'est tout comme si un jour, quand l'opposition peut se réunir pour identifier des gens dans les prisons, pour dire, bon, libérez tel, libérez tel, libérez tel. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et moi, je crois qu'à la date d'aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui tout de suite, la justice a fini de faire son travail. Laissez donc les avocats de ces prisonniers et autres faire aussi leur travail. Le chef de l'État, c'est vrai, il a la possibilité un jour de dire, ben, écoutez, je ne suis pas, je donne donc, je gracie telle personne ou telle personne. Ça là, c'est propre au président de la République. Et c'est quand il voudra donc le faire qu'il va le faire. On ne doit pas le forcer. On ne doit pas continuer toujours à faire tout comme si... Non, moi, personnellement, c'est pourquoi je disais, des gens ont fait des promesses pendant les campagnes pour dire que quand ils seront élus, que d'office, que les gens seront libérés. Quand ils seront élus, que d'office, certains vont rentrer. Je ne sais pas par quel coup de magie,
Ils veulent le faire, mais on attend de voir. On attend de voir. Et moi, je ne voudrais plus qu'on interpelle trop le président de la République sur ces choses-là. Là où nous sommes aujourd'hui, il faut qu'on laisse les choses aller normalement. Et puis, le reste, ça viendra après. Mais pourquoi tout le monde est pressé pour parler de libération? Mais rappelez-vous, Laurent Métoyon, qui est resté en prison pendant plusieurs années. Moi, je n'ai pas vu ces politiques-là faire ce qu'ils font là. On a comme impression qu'il y a des intérêts de certaines personnes qui sont en jeu et ils tiennent qu'à ça. Écoutez, pour moi personnellement, moi je souhaite même plus que ces sujets ne soient plus vraiment des sujets qui nous préoccupent ou bien qu'ils soient vraiment des sujets de débat. Que ce soit encore des sujets de débat. Le chef de l'État, le président de la République, il trouvera le moment pour savoir si le peuple béninois, ceux qui sont offensés dans ces différentes choses, ceux qui ont été touchés dans ces différentes actions ou bien dans ces différents actes que ces personnes-là ont posés, dès que le moment viendra, je crois qu'il est le seul à détenir donc, le temps auquel il faut qu'il accorde donc, une grâce présidentielle ou bien autre chose à ces gens. Est-ce que l'opposition n'a pas tout faux en embouchant bon, je crois qu'il faut, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et regarde, Madougou était la candidate du parti Les Démocrates. C'est à la suite des démarches pour obtenir le parrainage, pour aller au niveau de la Sénat. C'est après tout ça qu'elle a été arrêtée pour des comportements déviants. Je crois que du moment où la justice a fini son travail, c'est normal, moi je trouve que c'est tout à fait normal, que ce parti-là, qui a porté la candidature de cette dernière, puisse demander au chef de l'État de puiser dans son national pour trouver une solution politique. Non, c'est tout à fait normal. Maintenant, vous savez, les dernières élections législatives, vous avez vu dans quel climat les élections se sont déroulées. Moi, j'ai été aux élections communales de 2020, j'ai été aussi aux élections législatives passées de 2023 dans la 6e circonscription électorale, mais je peux vous dire que l'ambiance était bonne. Et la classe politique tout entière doit travailler pour pérenniser ça. Et je crois que le souci de trouver une solution politique pour débouchant. L'ambiance était bonne, mais il n'avait changé pour ces deux oui, mais c'est parce que ceux qui n'étaient pas dans le jeu et qui se réclamaient d'une opposition radicale, ils sont rentrés dans le jeu, ils étaient en lice. Donc ça, un temps soit peu, calmer les tensions qu'ils pouvaient avoir dans quelques localités. C'est de bonne guerre, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les élections soient des temps de fête. Nous voulons une décrispation du climat politique. Donc, si le chef de l'État, après 2 ans, après l'arrestation de ces alliés, après les cris, parce que je crois que l'ancien président de la République, M. Fodjodone Soglo, a aussi fait cette plaidoirie auprès du chef de l'État pour quand même trouver une solution. Non seulement il parle de libération immédiate, voilà, libération, et sans condition. Non, je crois que parfois, nous devons faire preuve de courtoisie, de diplomatie, parce que c'est vrai, nous voulons tous la libération de notre sœur Madougou, de notre frère Aïvo et bien d'autres qui sont en prison, mais il faut toujours trouver la meilleure formule. Moi, je crois que la classe politique, que ce soit de l'opposition, y compris même des partis politiques de la mouvance, doit travailler tous ensemble pour pousser ou pour amener le chef de l'État à venir à cette solution politique-là, qui va permettre quand même encore de décrisper le climat politique. Et je crois que c'est le Bénin qui gagne. Donc nous souhaitons tous que le chef de l'État puisse être à l'écoute. Parce que le président de la République, il est le chef, il est le président de tous les Béninois, que ce soit du côté de l'opposition comme du côté de la mouvance. Donc qu'il soit à l'écoute de ce peuple-là. Et il a la capacité de le faire. Ça sera bien pour le Bénin. C'est ce que je pense par rapport à cette question. Merci. Non, je disais tantôt que il a abordé dans ses propos qu'on fasse une demande, qu'on demande au chef de l'État, c'est-à-dire qu'on sollicite vraiment
le chef de l'État a fait quelque chose, c'est autre chose que de lui imposer ce qu'il doit faire. Quand on dit libération immédiate et sans condition, attends, ce n'est pas le chef de l'État qui a condamné ni Rekia ni Aïvo, c'est la justice qui les a condamnés. Mais pourquoi on s'adresse au chef de l'État pour les libérer? Ce n'est pas le chef de l'État qui les a mis derrière les barreaux, c'est la justice. Mais ceux qui parlent aujourd'hui ont été présidents de la République. Tout comme si quand ils étaient dans le fauteuil présidentiel, en son temps, en ce moment-là, quelqu'un pouvait lever le ton pour dire « Président libéré immédiatement et sans condition ». Eux, non. Moi, je crois que si ce que nous demandons aujourd'hui au président de la République, c'est une faveur, ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est un plaidoyer qu'on est en train de lui soumettre. Un plaidoyer, ça on ne fait pas des exigences. On n'exige pas. Moi, j'ai entendu la déclaration des démocrates au Parlement le jour de l'installation des députés. Mais quand j'ai suivi ça, j'ai dit, mais attendez, c'est tout comme si le pays entier appartient à une partie de députés, à un groupuscule de personnes qui pensent que donc quand on est 28 députés contre 53 à d'autres, donc on peut tout dire. On peut tout dire que le Bénin appartient à nous tous. Oui, le Bénin n'appartient pas à nous tous. C'est nous qui appartenons au Bénin. Donc à partir de ce moment, moi je crois qu'il faut qu'on fasse un peu preuve de lucidité dans ces affaires-là, étant donné que ce ne sont pas les seules personnes qui sont en prison. Ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont même du système du président Patrice Talon, qui sont membres de nos partis politiques, qui sont membres d'autres partis politiques, qui sont aussi en prison pour diverses raisons. Mais pourquoi chaque fois on revient sur deux personnes pour dire que oui, c'est eux qu'on doit libérer avant que le Bénin ne voie le soleil? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut qu'on essaie de quitter ce terrain. Oui, ce sont des personnalités politiques, d'accord. Des personnalités politiques, c'est vrai que d'autres sont descendus au pays en 2 mois et troisième mois, ils sont allés en prison. Ce n'est pas vraiment ça, mais ce sont des personnalités politiques. Ce sont des gens qui ont voulu porter des charges dans notre pays, c'est vrai. Ce sont des personnalités publiques. À partir de ce moment, cela ne leur donne pas le droit ni la raison de faire de notre pays ce qu'ils veulent, de faire tout ce que les autres pensent et qui leur passe par la tête. Moi, j'ai entendu des choses pendant ces moments-là, ce n'est pas le moment de revenir sur ça, mais on a vu les dégâts qui ont été causés dans ce pays. Mais quand on voit ce qui ne s'est jamais passé dans notre pays, des gens qui sont à l'origine de ces actes-là, et on se permet de venir dire qu'il faut les libérer. Moi, je ne suis pas vraiment dans ce schéma et je ne voudrais vraiment plus me prononcer là-dessus. Mais seul le président de la République a la possibilité aujourd'hui de dire voilà. Sinon, la justice a déjà tranché et le reste, ils n'ont pas voulu faire appel non plus, je crois. Donc, on est là et puis on attend. Du côté des autres forces de l'opposition, est-ce que, parce qu'on note une légère différence dans ce que, encore dans l'approche pour ces cas particuliers, est-ce qu'il y a une prise d'initiative pour faire entendre un autre son de cloche ou, en fait, c'est ce qui explique le thème. On a l'impression que les démocrates ont cannibalisé l'espace pour tout le reste. Non, vous savez, les démocrates ont fait campagne avec ce thème-là, la libération de celle qui était leur candidate en 2021. Donc c'est normal, tout à fait normal, qu'à 2 ans, après son incarcération, qu'il puisse lever le ton pour demander, faire une doléance. Parce que j'ai lu un message du président du parti LD qui demandait à ce que même les députés de la mouvance qui puissent ensemble trouver une solution. Bon, je crois que d'autres partis politiques de l'opposition, avant même les élections, notamment la FCBE, avaient fait des doléances à l'endroit du chef de l'État, lui demandant de trouver une solution. C'est-à-dire qu'après un dialogue, quand même débouchant, parce que vous vous rappelez, en 2019, il y avait eu la crise, il y avait certains qui ont été attrapés, jetés en prison. Il y a eu un dialogue politique, et à la suite de ce dialogue politique-là, ils ont été amnistiés. Donc, le chef de l'État, moi, a
a la capacité de faire ressortir une fois encore le génie béninois pour quand même trouver cette solution-là. Moi, je pense que ou du moins vous réclamez au-delà des bords politiques, des connotations politiques, je crois que c'est le Bénin. C'est pour l'image de ce pays-là. Ça serait une bonne chose de voir ses compatriotes. Quand on parle de Joël Aïvo, ce n'est pas des moindres au Bénin, comme dans la sous-région. Quand on parle de Madame Madougou, elle a servi dans les postes les plus importants de ce pays. Elle a été ministre. Je crois que c'est pour le Bénin. C'est le Bénin qui en sortirait gagnant si une solution politique. Et tout ça, c'est le chef de l'État qui a ces prérogatives-là. Moi, je pense que les camarades, les amis du parti, les démocrates, ont beaucoup plus intérêt à faire preuve de diplomatie. Beaucoup plus de diplomatie à l'endroit du chef de l'État et même à l'endroit de leurs collègues députés pour qu'enfin qu'une solution politique soit trouvée pour que ces prisonniers politiques-là puissent retrouver leur liberté. C'est pour le bonheur non seulement de ceux qui sont en prison, mais de leur famille et de tout le peuple béninois. Moi, je souhaiterais que, qu'ils revoient peut-être la posture, peut-être. Je crois que le chef de l'État, il pourra les répondre. Et on espère tous que le chef de l'État puisse répondre à ces doléances. Le chef de l'État répondrait forcément un jour, seulement que ce n'est pas à la télé qu'il faut faire, ce n'est pas des demandes qu'il faut faire à la télé, dans la rue, dans les marchés, non. C'est, comme vous l'avez dit, faire preuve de la diplomatie, c'est vraiment développer des stratégies jusqu'à toucher le chef de l'État, au lieu de cesser de continuer toujours à venir diaboliser tout un régime à la télé, dans la presse internationale, pour dire qu'on est en train de réclamer la libération. Et si ils étaient au pouvoir, je ne pense pas que ce sont ces pressions à la télé, dans les rues, dans les marchés, qui leur feront donc avoir gain de cause. En 2019, comme vous l'avez dit, le dialogue politique, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été une pression sur le gouvernement dans les diplomaties, bien dans la, comment on appelle, dans la rue et dans les marchés. Ça a été une décision du président de la République avec l'ensemble de la classe politique. Mais ça a porté ses fruits. Même si en ce moment, vous traitez les députés, des députés Gaudio, mais ce sont eux quand même qui ont voté ces lois d'amnistie qui ont permis quand même la libération de toutes ces personnes-là. Mais c'est ça qui a beaucoup plus nourri, d'accord, la contradiction au sein de l'opposition de notre pays. Parce qu'on ne peut pas vouloir de quelque chose et de son contraire. Voilà, nous allons passer au second sujet, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter. Bon. Voilà. Bénin-Rwanda, il y a eu il y a quelques jours une nomination qui a fait beaucoup parler. Il y a une visite qui est annoncée entre, en tout cas le Bénin normalement devrait, si ces informations de Jeune Afrique sont confirmées, recevoir en visite d'État le premier des Rwandais. On a l'impression quelque peu que depuis un moment, cette coopération sud-sud s'affermit. Comment vous appréciez un peu les échanges entre ces deux pays? Déjà, par rapport à cette nomination à la tête de la NIP, est-ce que pourquoi ça a polémiqué? Quelle est votre position là-dessus? Déjà par rapport à la nomination, moi je n'aimerais pas trop rentrer dans la polémique, seulement que je comprends ceux qui critiquent et je comprends ceux qui, d'un côté, acceptent cette nomination. Ah bon, vous renvoyez les uns vous savez, les autres en tant que Béninois, c'est tout à fait normal qu'on puisse espérer que des 12 millions de Béninois que nous sommes, qu'il en a au moins un ou deux qui soient capables d'assurer cette fonction-là. Ça, c'est normal. C'est normal qu'après Goubedji, qu'il puisse quand même avoir quelqu'un qui puisse prendre la relève et mieux faire. Maintenant, selon les explications du porte-parole du gouvernement, c'est des CV qui étaient disponibles. Le Rwandais est celui qui a rempli toutes les cases. Vous savez, le chef de l'État, lui, il recherche la compétence, mais en même temps, on peut aussi envoyer les nôtres se faire former ailleurs pour pouvoir quand même revenir plus tard, prendre ces fonctions qui sont... Parce que quand on parle de la NIP, c'est les actes des Béninois, donc c'est sensible.
Donc Oui, moi, je en comprends. même temps, le directeur général, Boubedi, ne porte pas les serveurs de Oui, la mais sur sa tête. encore que c'est le directeur, il va jouer beaucoup plus le rôle d'administrateur. On pouvait le prendre peut-être ça comme un conseil technique et mettre un béninois. Mais de toute façon, moi, je comprends les deux côtés parce que tout béninois aimerait avoir un béninois à la tête de cette position. Mais en même temps, nous réussissons toujours de voir nos D'autres frères, Béninois prospérer nos amis ailleurs. prospérer ailleurs. Donc, Voilà. moi, je Maintenant, comprends. au-delà de ce cas précis, Bon, cette je coopération, crois que la coopération bilatérale entre le Bénin et le Rwanda, c'est depuis... Bon, il y avait déjà une bonne coopération avec le Bénin avant même l'arrivée du régime de la rupture. Je me rappelle très bien, le président rwandais était au Bénin sous le régime du président Boniaï. Mais on a constaté un renforcement de cette coopération bilatérale. Déjà dès l'avènement du régime de la rupture, en 2016, il y avait déjà eu un accord cadre dans le domaine du transport aérien, c'est-à-dire qui s'est manifesté par la liaison entre Kigali-Cotonou avec la compagnie aérienne Rwanda. Voilà. Donc, il y a aussi, en 2017, le signe que la coopération se porte très bien entre les deux pays à travers des accords dans le domaine de la technologie, de l'information, de la communication et dans le domaine du développement durable, services cadastrales et autres. Donc, et même récemment, à la fin de l'année passée, en 2022, on nous a annoncé un accord né de cette coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire. Bon, je crois qu'on ne peut que nous réjouir de ce renforcement de la coopération entre les deux pays. Le plus important, c'est que ça puisse impacter positivement notre pays, parce que quand on parle de la libre circulation des biens et des personnes, échange d'expertise, tout ça c'est bien pour le pays. Donc je crois que le renforcement de la coopération entre nos deux pays, c'est une bonne chose. Maintenant, ce que nous souhaiterons, surtout moi, je souhaiterais que nous avons un nouveau président du côté de Nigeria, Bola Tinubu. Je souhaiterais beaucoup plus que la coopération entre le Bénin et le Nigeria se renforce davantage à travers beaucoup d'accords, parce que c'est une chance pour le Bénin, je le dis et je le redis, c'est une chance pour le Bénin d'avoir le Nigeria à ses frontières, un marché de plus de 200 millions de consommateurs. On ne peut pas parler de chômage au Bénin si nous avons cette chance-là à côté de notre front. Donc il faut maintenant profiter du fait qu'il y a un changement à la tête au niveau du Nigeria pour renforcer davantage la coopération entre le Bénin et le Nigeria. Mais c'est une bonne chose, cette coopération entre le Bénin. Avant de me prononcer sur le Rwanda, je voudrais dire à mon cher ami que c'est aussi une chance pour le Nigeria d'avoir un pays comme le Bénin. Bien sûr, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas seulement un pays qui profite des autres. Non. Je crois que le Nigeria aussi profite suffisamment du Bénin, donc il faut le souligner. Sinon, c'est ce qui fait que les dirigeants, entre griffes nigériens, pensent que bon, quand on va fermer les frontières nigérianes, ça est, le Bénin va se coucher, se mettre à genoux. Le président Patrice Talon nous a prouvé que le contraire pouvait aussi exister. Pour parler du Rwanda, je crois que le président Patrice Talon est vraiment un visionnaire. Il a vu juste ses prédécesseurs, parmi ses prédécesseurs, certains ont aussi vu, mais peut-être qu'ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que le Rwanda, c'est un pays qui a fait de très belles choses. Et quand on sait, par exemple, que c'est un pays qui a connu le génocide en 1994, ils ont connu le génocide déjà depuis 1990, ils étaient en guerre civile. Et ce pays qui a connu son indépendance 2 ans après le Bénin en 1962, quand on voit le niveau où ils sont aujourd'hui, quand on voit le sérieux qu'il y a autour de leur administration, quand on voit le niveau de leur agriculture, c'est-à-dire c'est des gens qui ont réalisé de progrès dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Ils ont l'expertise nécessaire. Alors, lorsque vous avez la chance, lorsque nous nous sommes retrouvés avec un pays comme ça, avec qui nous sommes en collaboration, parce que le Bénin est en coopération avec le Rwanda il y a longtemps. En 2010, le président Paul Kagame était déjà au Bénin ici. Et puis, tout ce qui se fait en accord avec ces pays, c'est des gens
à un moment donné, on constate quand même qu'ils sont dans le respect de leurs engagements aussi. Et moi, je crois que avoir renforcé les liens de coopération avec un pays comme le Rwanda, c'est des choses à encourager, c'est qu'il faut aller encore de l'avant dedans, c'est qu'il faut avoir beaucoup plus de sérieux dans ce partenariat-là. Et c'est ce qui fera en réalité que notre pays, le crédit que notre pays aura au vu des autres pays, au vu des autres nations du monde, sera beaucoup plus bien et puis on nous appréciera plus dans ce domaine-là. Oui, Parlant de la nomination. Avant que vous n'arriviez à la nomination, il y a beaucoup de critiques quand on regarde un peu les réactions assez la réputation que le Rwanda a. C'est vrai que ce modèle fait pâlir d'envie beaucoup de monde, mais il y a toujours la critique qui colle à la peau de Paul Kagame, ce côté autoritaire, ce régime autoritaire, cet autoritarisme qui colle à la peau de l'administration de ce pays. Il y a aussi la situation entre le Rwanda et la RDC qui brasse beaucoup de critiques. Comment vous percevez un peu des deux problèmes, ces deux problèmes séparés. Les critiques sont de divers niveaux, à divers niveaux. Quand nous voyons le régime, quand on critique le régime de Paul Kagame, le régime autoritaire et puis choses là, vous savez, ce qui nous lie ou bien ce que le Bénin va prendre au Rwanda, ce n'est pas son modèle de démocratie, ce n'est pas sa façon de gérer le pays, ce sont les progrès. Mais les deux ne vont-ils pas de pair? Non, les deux ne vont pas, parce que vous voyez, malgré que le président Patrice Talon a développé les liens de coopération entre le Rwanda et le Bénin, nous organisons régulièrement nos élections. L'alternance au pouvoir est respectée, sera respectée. Et puis, vous voyez très bien que, comme l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis, les dernières élections se sont déroulées dans un climat de fête presque. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est ce qui caractérise exactement aussi le Rwanda. Si c'était le cas, les gens n'allaient pas les critiquer autant. Donc, ce que nous savons que c'est leur expertise qui nous intéresse. Nous savons que c'est leur savoir-faire qui nous intéresse. Ce qu'ils ont de bien, on peut aller chercher ça pour pouvoir se développer, pour pouvoir mieux faire. Donc pour moi, les conflits entre le Rwanda et la RDC, ça là c'est des conflits entre deux pays dans lesquels je crois que le Bénin n'a pas à se mêler. Ces conflits ne nous concernent pas. La situation en RDC ne concerne pas le Bénin. Mais le Bénin vient de... Pour compléter ma question, le Bénin vient de voter contre... pour la résolution, le Bénin vient de soutenir l'Ukraine dans une résolution de dénoncer la guerre russo... En tout cas, de dénoncer la partie russe. Ça fait 20 ans, oui, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que le Congo c'est devenu un cas d'école. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret, qu'on arrive à démontrer qu'une bonne partie de l'occupation, en tout cas l'occupation, le M23, soit portée par le Rwanda. Donc pour vous, on devrait l'occulter également. Non, pas l'occulter. Je dis, le Bénin ne s'est pas encore prononcé sur la question concernant le Congo démocratique et le Rwanda. Ce qui est sûr, le moment viendra, si besoin se fait sentir, la République du Bénin sera obligée donc de se prononcer par rapport à cela. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour ça que si le Bénin a des accords de coopération avec la RDC, que nous n'allons pas, parce que la guerre entre le Rwanda et la RDC n'est pas... C'est la guerre entre les deux pays. La CEDEAO, il y a des structures fêtières qui sont là pour en parler plus, pas le Bénin. Mais cela ne veut pas dire que le Bénin n'a pas des accords de coopération à se développer avec le Congo démocratique ou avec le Rwanda. Ce qui oppose les deux pays, c'est autre chose. Mais les accords de coopération, mais écoutez, malgré tout ce que nous disons, la Russie a toujours ses accords de coopération avec d'autres pays. Et ces pays continuent toujours de coopérer avec la Russie, ainsi que l'Ukraine. Mais cela ne veut pas dire que la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie, ces pays-là sont en train de prendre parti. Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'en acceptant de coopérer avec le Rwanda, nous sommes en train de prendre parti par rapport au Congo démocratique, ou bien que nous sommes en train de cautionner la gestion, la démocratie qui est mise en place donc au Rwanda. Ce n'est pas du tout ça. Je crois que le Bénin est à la recherche donc de partenaires de développement, de partenaires qui doivent pouvoir l'accompagner pour atteindre ses objectifs. Et s'il y a
un brin, s'il y a quelque chose dans un pays et que nous pensons que ça peut nous apporter du bien, donc on devrait aller chercher. C'est comme le disait donc un de mes patrons, lorsque vous êtes dans un trou et que vous deviez sortir, si quelqu'un vous tend le bras, attrapez le bras et sortez. Ne regardez pas si c'est un prêtre ou si c'est un bokono ou si c'est un alpha, Sortez peu d'abord. importe d'où il vient, attrapez son bras, sortez. Dès que vous serez dehors maintenant là, Vous pourrez aviser. Voilà, vous allez donc aviser. Sur la nomination, vous vouliez réagir? Non, sur la nomination, moi je crois qu'il n'y a pas, il devrait même normalement pas avoir de spéculation là-dessus. C'est vrai, comme l'a dit mon vis-à-vis, c'est vrai que des Béninois peuvent s'offusquer de ce que, pourquoi c'est un étranger, c'est un Rwandais qu'on est allé prendre pour venir occuper ce fauteuil. Aurélien Agbenonsi n'était pas au Bénin quand on a nommé ministre des Affaires étrangères, il était dans un autre pays en train de travailler pour une structure internationale. Il y a plein de Béninois qui travaillent. On avait des Béninois qui étaient directeurs de cabinet des présidents de la République dans d'autres pays. Alors, en ce moment, quand c'est les Béninois qui vont travailler ailleurs, nous pensons que c'est formidable. Mais quand les autres viennent travailler chez nous, on pense que ce n'est pas normal parce que nous, on doit tout faire. C'est le premier pan. Mais deuxième chose, il faut dire que, je donne un exemple terre à terre. Vous avez un frère qui est maçon, mais quand il monte les murs, souvent il y a des fissures ou bien souvent ça tombe. Alors que vous avez un étranger qui le fait très bien. Vous voulez construire une maison pour la postérité. Qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à votre frère, bon, continue toujours à le faire, même ça va se fendre, on va coller ça après. Ou bien vous demandez à l'autre, viens faire, il va regarder comment tu fais et puis après il va faire. Moi, je crois que nous sommes à un moment où il faut que nous recommencions par construire des choses dans la durée. Le chef de l'État, c'est sûr qu'il était à la recherche de la compétence, du savoir-faire. Et si parmi tous ceux qu'on lui a proposé, il n'a pas trouvé parmi nous des gens capables de le faire comme il le souhaite, il a donc préféré donner ce portefeuille à quelqu'un à qui il a fait des exigences. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de choses dont les compétences échappent donc à nos compatriotes, à nos frères béninois. Moi, la dernière fois, on nous disait que dans notre pays, on n'a pas un jardinier professionnel capable de s'occuper des espaces verts, de certains espaces verts dans le pays. Et on est obligé d'aller chercher à l'international. On a lancé un appel pour trouver à l'international. Un jardinier, ce n'est pas seulement celui qui sait tailler les fleurs. Ce n'est pas seulement celui qui sait planter les fleurs, les entretenir. C'est beaucoup d'autres choses qui sont dans son cahier de charge, mais on n'a pas trouvé dans notre pays. On a cherché à l'international d'autres personnes. Mais maintenant, ce que nous allons demander à l'État et au gouvernement, bien maintenant, les compétences que nous n'avons pas, ce que nous cherchons, nous ne trouvons pas, nous sommes obligés d'aller prendre ailleurs. Il faut développer ces filières dans nos lycées techniques, il faut développer ces filières dans nos universités pour que dans 5 ans, on ne soit plus là à polémiquer autour de ce que c'est un Rwandais, c'est un Tchadien qui est venu pour qu'on n'en parle plus. Donc, il faut que les Béninois, il faut que nous puissions avoir dans nos universités des filières qui peuvent développer dans ces compétences-là pour que nos frères puissent apprendre. C'est vrai, quand tu dis, quelqu'un investit sur son enfant, il va à l'université, il revient, il dit que je veux faire jardinage ou bien je veux faire, si on va dire comment tu peux faire ça avec tout ce que j'ai dépensé. Voilà, alors que ça nourrit des gens ailleurs, ça fait vraiment des prouesses ailleurs. Donc je crois que sur la question de la nomination, on devrait se contenter de savoir que on veut construire une structure pour le futur et on a besoin de l'expertise des gens qu'on est allé chercher d'où ils sont. Vous épousez, je vous pose la même question, les critiques qui ont fusé ici et là quant à, disons, au système démocratique, au système, au régime politique au Rwanda, à cette question entre le Rwanda et la RDC. Est-ce que ça devrait déteindre sur le niveau de notre coopération avec le Rwanda? Avant de revenir sur cette question, mais ce qui m'aurait surpris, c'est qu'après cette nomination, qu'il n'y ait aucun critique. C'est ça qui, moi, m'aurait surpris. Oui, parce que c'est naturel que des Béninois s'offusquent de voir que sur 12 millions de Béninois que nous sommes, que ce soit un Rwandais qu'on met à ce poste de responsabilité. Et après 7 ans de gouvernance, qu'on n'ait pas un Béninois qui puisse assumer cette fonction-là. Il y a un problème qui se pose. On se dit, quel sera le Bénin de demain? Voilà, c'est parce qu'en réalité, la plupart, l'élite politique, j'ai l'impression qu'on ne réfléchit pas souvent sur le long terme. C'est-à-dire, dans 20 ans, c'est quoi le Bénin de demain?
Ouais, donc on doit quand même pouvoir, dès maintenant, commencer à réfléchir de cette façon pour que dans tout ce qu'il y a comme domaine, dans tous les domaines, qu'on puisse avoir des compétences, que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine de la télécommunication, dans n'importe quel domaine, qu'on puisse avoir au moins la compétence et les ressources humaines qu'il faut quand même pour ne plus avoir besoin de solliciter l'aide d'un étranger pour assumer des fonctions quand même aussi importantes dans la République. Donc je crois que c'est tout à fait normal que des gens s'offusquent. En même temps, on comprend que le chef de l'État est dans la recherche de la compétence. Les deux camps, on ne peut que les comprendre. Maintenant, par rapport à la coopération bilatérale entre le Rwanda et le Bénin et le régime de Kagame, qui est souvent décrié, on traite souvent le président Kagame d'autoritaire. Je crois que c'est tout à fait normal qu'il y ait des critiques, parce que ça fait déjà des années que M. Kagame est là. C'est normal qu'il y ait des critiques du genre. Et en même temps, il y a les accusations dans un rapport des Nations Unies qui accuse le Rwanda de financer le groupe rebelle M23 qui déstabilise le Congo. Vous voyez, donc en matière d'image, bon, maintenant le Rwanda réfute les accusations. Donc est-ce une raison pour ne pas renforcer notre coopération dans des domaines clés où nous avons besoin de l'expertise de ces Rwandais? On sait que dans le domaine de la télécommunication, de l'information et de la communication, on a de l'expertise. Ce n'est pas pour autant qu'il faut ne pas signer ces accords-là avec le Rwanda pour quand même permettre à notre pays de faire un pas en avant. Donc, je comprends les inquiétudes de ceux qui disent que l'image de Kagame, compte tenu de toutes les accusations dont il est l'objet, puisse un temps soit peu, mais je ne crois pas que ce n'est pas ça qui va démobiliser le gouvernement béninois à renforcer sa coopération bilatérale avec le Rwanda dans des domaines clés et dans le domaine du transport. Je pense que la liaison Kigali-Cotonou, ce n'est pas, on ne peut pas ajouter ça à la poubelle. Et le développement durable, il y a des accords qui sont signés dans le domaine cadastre aussi. Donc le Bénin ne peut pas pour autant ne pas renforcer cette coopération à cause des accusations dont est victime le président rwandais. Je crois que c'est une bonne chose et c'est à encourager comme dans d'autres domaines. Parce que le vrai défi que nous avons aujourd'hui, c'est le domaine de la sécurité. La sécurité, l'emploi, l'économie, mais la sécurité. Parce que le Bénin fait face à des groupes extrémistes qui sont dans quelques zones du nord qui sévissent. Donc, nous avons besoin de faire plusieurs coopérations avec nos voisins. Il y a l'initiative d'Accra qui réunit le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire, toujours dans le partage du renseignement, de l'information. La dernière fois, j'ai cru voir le chef de l'État au Burkina. Donc, je crois que tout ça va nous permettre quand même d'avoir quand même une plus-value. Donc, moi, je suis preneur. Et j'encourage même le renforcement de cette coopération. Est-ce que ce modèle de coopération peut faire tache d'huile dans la sous-région? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Si. Ce modèle de coopération peut faire tache d'huile, donner des idées. En tout cas, est-ce que les autres pays peuvent se fonder sur cette coopération particulière entre le Bénin et le Rwanda? Le Bénin, nous sommes en coopération avec beaucoup de pays dans la sous-région, avec le Niger. Il y a beaucoup de coopération entre le Bénin et les pays de la sous-région. Maintenant, on constate qu'il y a un renforcement entre dans la coopération bilatérale, le Rwanda, le Bénin. Une relation particulière. Donc une relation particulière, on ne peut pas condamner ça. Voilà. Est-ce que ce modèle peut faire tache d'huile? Non, bien, c'est-à-dire que c'est normal, hein, c'est normal parce que comme la ligne qu'on était en train de défendre depuis, c'est dire tout simplement que des pays, par exemple, comme le Congo démocratique, qui est en conflit avec le Rwanda, quand il voit ce rapprochement avec le Bénin, eh bien, ça peut créer peut-être un peu de grincement, c'est tout, comme si, vous voyez. Mais je crois que cela ne devrait pas. Cela ne devrait pas parce que un pays, pour son développement,
doit pouvoir coopérer avec tous les pays qui sont en mesure de l'accompagner, peu importe les conflits qu'ils ont avec d'autres, les uns et les autres. Et cela, on ne devrait pas accuser le Bénin de quoi que ce soit, et ce ne serait pas du tout légitime. Donc, moi, je crois que là où nous sommes, cela ne devrait même pas faire couler d'encre ou quoi que ce soit. On va finir, il nous reste quelques minutes. Peut-être une question un peu taquine pour vous qui êtes de l'UP Le Renouveau. On lit beaucoup de choses au sujet du président de votre parti. Qu'en est-il réellement? Ça, c'est la minute. Non, mais Question de surprise. rien du tout. Vous savez, les gens disent beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent. Le président Joseph Diogbenou, il est serein, il est le président de l'UP Le Renouveau. Et puis, Oui, il est ça n'a pas changé. Il est aussi un citoyen qui est aussi libre de ses pensées, aussi de ses initiatives. Quand on nous dit que le président Diogbenou va repartir au barreau, le président, écoutez, il est avant tout un avocat. Ou bien, donc tout le reste, il y a beaucoup plus Ah, de... donc c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas dit. Non, j'ai dit, attendez, un avocat, sa place c'est où? C'est au barreau. Donc, il n'occupe plus aujourd'hui des fonctions qui l'empêchent d'exercer, n'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment, s'il décide d'aller au barreau, c'est de son plein droit. Alors, pourquoi on va en parler? Pourquoi ceux qui ont décidé d'aller à l'Assemblée, on n'en parle pas? Donc, moi, je crois que il faut juste... Bon, il avait le choix aussi d'aller à l'Assemblée. Oui, il n'a pas choisi, il n'a pas voulu. Donc, c'est aussi un choix. Parce que vous voyez, il faut dire tout simplement que c'est un homme de vision qui, en réalité, programme tout et c'est quand même où le reste va atterrir. Nous sommes tous sereins. Donc, ces critiques ne sont pas d'actualité. Bon, pas des critiques, des spéculations. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Non, mais Vous allez vous en délecter puisque vous êtes de l'autre côté. bon, vous savez, c'est normal. Les chefs de parti politique, tous ces faits et gestes sont commentés. Donc, pour le moment, ce n'est que... Bon, là, justement, c'est parce qu'il n'y a pas de fait geste. Il n'y a que des rumeurs. Il n'y a que des rumeurs. Donc, de toute façon, il est libre. Et le vôtre, justement? Et le vôtre? Il va bien. Ah, il va bien. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ruben Abadaga. Je rappelle que vous êtes un acteur politique et candidat aux dernières législatives sur la liste FCBE. Mathieu Coco, acteur politique et membre de l'UP Le Renouveau. Merci. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Bon, merci beaucoup.